Bienvenue dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour 16 minutes d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. En France, la mort de Vincent Lambert, cet infirmier en état neurologique végétatif depuis près de 11 ans après un accident de la route. Une affaire qui a relancé le débat sur la fin de vie en France. Dans l'actualité également, un nouvel incident dans le détroit d'Ormuz. Le Royaume-Uni accuse l'Iran d'avoir tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier dans le Golfe. Et puis ces intempéries meurtrières en Grèce en pleine saison touristique. 7 vacanciers ont été tués par une violente tornade. On terminera ce journal en musique sur les rives du lac Léman avec le Montreux Jazz Festival qui se déroule en ce moment. Je vous le disais en titre, on a appris ce matin la mort de Vincent Lambert. Il avait 42 ans, il a passé un quart de sa vie dans un état neurologique végétatif après un accident de la route. Son histoire a ému les Français, divisé sa famille et relancé le débat sur l'euthanasie dans l'Hexagone. Etanadji. Il était dans un état végétatif depuis 2008, après un accident de la route. Vincent Lambert est décédé 8 jours après la décision de son médecin d'arrêter de le nourrir par sonde et de le traiter. La fin d'un long calvaire pour l'ancien infirmier de 42 ans et un soulagement pour une partie de ses proches, éreintés par l'interminable bataille judiciaire. C'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêt depuis des années. Là, c'est un peu le rationnel qui prend le dessus finalement. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent il était en état végétatif, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Par respect pour lui, il fallait arrêter de le maintenir en vie dans cet état. Et maintenant, il n'est plus maintenu en vie dans cet état. Et il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Et là, j'espère qu'il repose en paix. Voilà. Les parents de Vincent Lambert, opposés depuis le début de l'affaire à un arrêt des soins, dénoncent eux un crime d'État. Les parties semblent désormais irréconciliables. C'est un peu une rupture irréversible, mais c'est pas un drame. Je veux dire, c'est pas le but de la mort de Vincent ou le but de l'arrêt des traitements de Vincent ou le but de tous ces combats, de toutes ces années judiciaires, y compris le but de la tutelle, parce qu'on nous a présenté plus ou moins ça comme un conflit familial qui allait être réparé par la tutelle. Ça n'a jamais été de créer un système de la famille où on s'entendrait tous. Ça a été juste de respecter Vincent. L'heure est à présent au deuil et au recueillement et à la suite du feuilleton judiciaire. Le parquet de Reims a ouvert une enquête et ordonné une autopsie pour vérifier que la loi a bien été respectée. Vincent Lambert est devenu malgré lui un symbole du débat sur la fin de la vie et sur l'euthanasie passive en France. Il s'est éteint ce matin à 8h24 au CHU de Reims. Mais la société française ne semble être qu'aux prémices de débat sur cette question si délicate de la fin de la vie. Anne-Lise Borges à Paris pour Euronews. La mort de Vincent Lambert met fin à un long feuilleton politique, juridique et médiatique, avec en arrière-plan la question de la légalisation de l'euthanasie. Pour en parler, je reçois Philippe Loéac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Quelle a été votre réaction ce matin quand vous avez appris la mort de Vincent Lambert après toutes ces années de combat ? Il y a une triple réaction. La première réaction, c'est celle de la tristesse. La mort d'un homme est toujours triste. Une réaction de soulagement, puisque au fond, c'est ce qu'il avait toujours souhaité, d'après tout ce que l'on sait, ce que son épouse et tutrice légale souhaitaient également pour le mieux de Vincent Lambert. Et ça a été attesté par ses médecins et par la justice, qui a toujours dit qu'effectivement, ça correspondait à sa volonté. Et puis un sentiment d'effroi tout de même, parce que voilà une affaire qui a débuté il y a 11 ans par un accident de la route. Il faut 11 ans pour que la loi française sur la fin de vie trouve une issue conforme à la volonté d'un patient à une vie qui n'en est plus une. 11 ans de procédure, une première sédation du 10 avril 2013 au 11 mai 2013 et l'ultime sédation qui dure 9 jours, l'arrêt des traitements a été effectué le 2 juillet et que nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Il a fallu donc 11 jours pour que ce pauvre garçon finisse sa vie d'une insuffisance rénale. Alors justement, cette affaire Vincent Lambert, c'est un peu un symbole en France. Est-ce que vous pensez qu'elle peut faire évoluer cette question très délicate du débat sur la fin de vie ? Je ne souhaite pas que l'affaire Vincent Lambert soit un symbole, c'est une affaire privée. Il y a eu avant lui malheureusement Vincent Imbert, il y a eu Hervé Pierrat, il y a Jean Mercier.
À chaque fois, on nous dit le débat sur l'euthanasie est relancé. Mais à force d'être relancé, il existe toujours. Les Français sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie à hauteur de, selon les sondages, entre 86% selon la Croix, 96% selon l'Ipsos, à une légalisation de l'euthanasie. Il faut avancer. On ne peut pas rester dans une situation d'entre-deux. On a beau nous dire que la loi actuelle est parfaite. Je vous renvoie à ce que je disais un peu avant. Une loi n'est pas parfaite quand elle met 11 ans à trouver une solution pour quelqu'un qui n'est plus en situation d'une vie normale et qui meurt finalement d'une insuffisance rénale. Donc oui, il faut avancer, oui, il faut légaliser une loi qui soit une loi pour tous, une loi de liberté qui permette à chacun de choisir les conditions de sa propre fin de vie. Et quand la décision de mettre un terme à une vie est prise, alors il faut que ce soit fait de manière humaine, et pas par une agonie qui dure au minimum 9 jours. Comment on peut avancer aujourd'hui sur ces questions-là, d'après vous, justement ? Il y a des propositions de loi qui existent à l'Assemblée nationale, proposition de loi de Jean-Louis Touraine, proposition de la France Insoumise, proposition de loi d'Olivier Falorni. Il faut travailler dessus. On sait aujourd'hui que les parlementaires, les députés sont majoritairement favorables à la légalisation de l'aide active à mourir. Il faut simplement que l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre et la ministre de la Santé les autorisent à légiférer sur cette question et laissons le Parlement travailler. Et le Parlement travaillera au profit des Français et au profit de la liberté. Philippe Lehéac, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci de m'avoir. Ce nouvel incident dans le détroit d'Ormuz fait craindre des risques d'escalade dans la région. Le Royaume-Uni accuse l'Iran d'avoir tenté d'empêcher le passage d'un pétrolier dans le Golfe. Les tensions autour de ce détroit par lequel transite près d'un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime sont nombreuses ces dernières semaines. Les explications de Joanne Massard. Sur ces images, on peut apercevoir la frégate britannique HMS Montrose. Selon CNN, elle aurait pointé ses armes sur des navires iraniens mercredi soir, alors qu'elle escortait un pétrolier britannique, le British Heritage. D'après un porte-parole du gouvernement britannique, ces navires iraniens ont tenté d'empêcher le passage du pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens auraient ordonné au British Heritage, qui naviguait dans la zone, de changer sa trajectoire pour s'arrêter dans les eaux territoriales iraniennes proches. Le président iranien Hassan Rouhani avait averti le Royaume-Uni de conséquences après l'arraisonnage d'un pétrolier iranien au large de Gibraltar la semaine dernière. Mais aujourd'hui, l'Iran nie avoir bloqué ce pétrolier. La tension autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime, a culminé au cours des dernières semaines, avec une spirale d'événements, dont des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d'un drone américain par l'Iran. Direction désormais la Grèce. Le pays est frappé par des intempéries aussi intenses qu'inhabituelles en ce mois de juillet. En pleine saison touristique, 7 vacanciers sont morts. Olivier Peggy. Les vidéos amateurs témoignent de la violence de la tornade et de la grêle qui se sont abattues mercredi soir dans le nord de la Grèce. Un phénomène météo rare et surtout meurtrier. Les autorités font état de 7 morts et 23 blessés. Ça fait 40 ans que je viens ici, j'avais jamais vu ça. Ici, un restaurant qui était bondé. Le toit s'est effondré. Une Roumaine de 54 ans et son fils de 8 ans sont morts écrasés. Là, un camping-car renversé par les violentes rafales. Un couple de retraités tchèques était à l'intérieur. Ils n'ont pas survécu. Les autres victimes sont un Russe et son fils de 2 ans, tous deux tués par la chute d'un arbre sur l'hôtel dans lequel ils séjournaient. La 7e victime est un pêcheur dont le corps a été retrouvé ce jeudi matin. Mon fils était dehors quand la tornade est arrivée. Heureusement, il a pu rentrer juste à temps. Il y a eu de gros dégâts, le vent et la pluie, ça cognait contre les vitres. Et tout ça a duré une bonne partie de la nuit. La chute d'un pylône à haute tension a entraîné une coupure d'électricité dans une grande partie de la région et bloqué le trafic routier. Il y a beaucoup de dégâts, on n'a plus de courant, on essaie de récupérer des groupes électrogènes et puis on n'a pas d'eau non plus. On a essayé de trouver refuge où on pouvait. On est allé dans notre magasin, on a dit à d'autres gens de nous suivre. C'était vraiment la panique. Tout le monde courait dans tous les sens. Le Premier ministre, récemment élu, a annulé tous ses rendez-vous ce jeudi pour se consacrer au suivi de cette catastrophe. L'état d'urgence a été décrété dans la Chalcidique après cette tempête meurtrière qui a frappé la région, raconte notre envoyé spécial. Les services de secours travaillent sans relâche pour réparer les dégâts et rétablir l'électricité dans les zones touchées.
En Italie, le mystère reste entier quant à la disparition il y a 36 ans d'une adolescente. Le Vatican a autorisé que soient ouvertes 2 tombes dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Je vous laisse découvrir ces images commentées par Maxime Bios-Duplan. La disparition d'Emanuela Orlandi reste un mystère complet. L'ouverture de tombes du cimetière allemand du Vatican avait empli d'espoir les proches de cette jeune fille disparue il y a 36 ans. Mais leur fouille n'a rien révélé, aucune trace de la disparue. Pire, elles se sont avérées complètement vides. Mafia extrémiste turque, orgie sexuelle. La disparition d'Emanuela Orlandi, dont le père travaillait pour le Saint-Siège, a nourri toute une série de théories plus folles les unes que les autres. L'été dernier, un message envoyé à l'avocate de la famille Orlandi pointait ces 2 tombes germaniques du 19e siècle. Par-dessus tout, ce que je considère comme important avec l'ouverture de ces tombes à l'intérieur même du Vatican, c'est que pour la première fois, le Vatican admet qu'il y a la possibilité éventuelle d'une responsabilité interne. Sinon, il ne les aurait pas ouvertes. Des travaux de restructuration de ce cimetière allemand du Vatican ont été effectués à plusieurs reprises déjà. Des travaux qui font l'objet de vérifications en ce moment. Mais de la jeune Emanuela, toujours aucune trace. Elle aurait aujourd'hui 51 ans. Tom Jones, Rita Ora, Tower of Power, le Montreux Jazz Festival, contrairement à ce que son nom indique, ne se résume pas à un seul genre musical. La 53e édition a lieu en ce moment sur les rives du lac Léman. Morceau choisi avec Maxime Bios-Duplan. Électro, rap, R&B, pop. Décidément, le Montreux Jazz Festival n'a plus vraiment de jazz que son nom. L'événement, qui ratisse de plus en plus large, se déroule sur 2 semaines sur les bords du lac Léman en Suisse, avec au beau milieu d'un casting de superstars, le crooner aux 60 années de carrière, Tom Jones. Get down on my bended knee. Deacon Jones. Et puis quelques artistes plus modernes, comme la chanteuse anglaise d'origine kosovare Rita Ora, dont la pop sans surprise a ravi les plus jeunes des spectateurs du festival lundi soir. Enfin des cuivres, enfin du funk et de la soul avec le super groupe Tower of Power, fondé à la fin des années 60 en Californie et qui a joué mardi dans l'auditorium Stravinsky. À voir pour ces 2 dernières soirées à Montreux, 2 légendes vivantes du jazz américain, le pianiste Chick Corea et l'arrangeur et producteur Quincy Jones. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À demain.